s'éloigner des clichés, c'est le réalisateur. Effectivement, le Brésil, le métissage, le soleil, là on voit une ville qui brûle sous la pluie assez régulièrement, il n'y a pas la mer, enfin, il a vraiment voulu rompre avec un football qui est assez misérable. Bref, il a vraiment voulu dire le Brésil c'est autre chose. Il y a un contraste entre ce que montre là le film, c'est le discours finalement entre ces deux parties de la société, et le discours officiel sous la présidence Lula, appuyé sur des statistiques officielles et une propagande assez forte et un peu autoréalisatrice, avec cette idée le Brésil est devenu un pays où la classe moyenne est devenue majoritaire, désormais. Il faut distinguer ce qui s'est passé l'année dernière de ce qui se passe depuis. Il y a un an, il y a eu des manifestations vraiment massives. Alors, comme tous les mouvements massifs, c'est compliqué. Et puis ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce que c'était très ambigu. Et puis on est dans un contexte électoral très politique, puisque le Brésil vote là en octobre prochain. Il y a un mécontentement, il y a aussi un épuisement du Parti des travailleurs au pouvoir, des affaires de corruption, finalement une direction qui semble... Il y a une génération nouvelle aussi qui n'a pas connu l'époque héroïque, la dictature, le moment où le PT était à la pointe du combat et qui connaît que des gens bien installés, qui certes étaient plus guerrieros dans les années 60, mais qui maintenant ont une très belle voiture, et ont l'air d'avoir une conscience absolue. On a un peu un effet de génération de lassitude. Et puis il y a une droite brésilienne qui est écartée du pouvoir depuis 12 ans et qui, même avant, avait disparu quasiment de la scène politique, je crois depuis 98, si je ne m'abuse, aux élections. Il n'y a plus aucun candidat à la présidence de la République qui se dit de droite, qui est comme candidat à la vice-présidence, mais pas. Donc il y a une envie de revenir, et le moment des manifestations a été un peu considéré comme une aubaine, et puis aussi interprété comme le poids un peu comme un retour de l'histoire, parce que la déstabilisation de João Goulart dans les années 60, ça a commencé aussi par les manifestations, comme au Chili, enfin toute une espèce de déstabilisation. Donc ces protestations qui étaient massives et puis contre la vie chère, contre l'écart entre les dépenses sanctuaires du mondial, enfin tout ce qu'on a dit et qui est vrai, ça s'est compliqué quand même d'intentions un peu. Et donc c'était plus de groupuscules activistes, très, ce qu'on appelle les black blocs, qui sont très violents, enfin des casseurs, dont on ne sait jamais, ils sont là, oui. On ne sait pas évidemment toujours s'ils n'ont pas un rapport avec la police, ou pour aussi exciter et puis c'est déconsidérer les manifestations, parce que ça a été le premier mouvement, mais en tout cas, où il y a aussi des mouvements d'extrême gauche qui misent sur le chaos et pensant que la révolution va en sortir victorieusement, ce que l'Amérique latine a payé assez cher, ce genre d'illusion à d'autres époques. Donc, en fait, ces manifestations, leur caractère massif s'est arrêté en juillet, ça fait très longtemps, parce qu'il y a eu cette invention de la présidente, et puis je pense que les gens se sont dit, effectivement, celle qui est la mieux placée quand même pour faire valoir nos revendications, c'est quand même elle, plutôt que son opposition. Et finalement ne sont restés dans la rue que surtout des petits groupes. Moi j'étais à Rio après les grandes manifestations, et c'est vrai que il y avait des petits événements tous les jours, et c'était 200 personnes qui arrivaient à occuper un endroit, qui arrivaient à bloquer la circulation, et au fond le sentiment des gens c'était plutôt d'être excédés. Alors, c'est revenu à l'approche du mondial, alors à la fois en espérant rééditer la même chose, avec des mécontentements de plus, du côté des gens qui ont été expropriés, etc. Mais au fond, je pense que c'est très ambigu, parce qu'en même temps, à partir du moment où j'ai vu, on
Facebook, pour ça, est un bon indicateur des réactions des uns et des autres. C'était, alors d'abord, de voir quand même dans ces manifestations des opérations de la droite, de déstabilisation de la droite brésilienne, ou de gens complètement irresponsables. Et ensuite, l'idée, puisque la Coupe du Monde est là, de toute façon, on ne va pas se ridiculiser, il faut qu'elle ait lieu dans de bonnes conditions, puisque de toute façon c'est payé, etc. On ne va pas quand même se mettre minable aux yeux du monde entier. Donc, je pense que c'est à peu près Et puis quand le Brésil joue. Le mythe du foot au Brésil, ça fait partie de l'identité brésilienne. C'est les étrangers qui le font. Oui, mais c'est la question des succès aussi. Je veux dire, quand la France a été championne du monde, tout d'un coup, voilà, il suffit, si on met de nouveaux champions du monde là, ça va être. Donc le Brésil a été 5 fois champion du monde. C'est quand même absolument considérable. Et quand j'ai commencé à fréquenter le Brésil, c'était un moment où le football brésilien ne se portait pas très bien sur le plan international. C'était entre 1970 et 1994, ils n'ont pas eu de titre mondial. Le dernier c'était 1970, le suivant 1994. Mais vraiment dans les années 80-90, c'était on voyait moins les gens jouer au ballon et c'était beaucoup moins présent. À partir de 94, quand ils ont gagné le nouveau. Alors il y a l'équipe nationale à côté, mais ce qui est très très important, c'est la culture de club. Alors là, on voit bien que ça ne fait pas pauliste parce qu'il n'est question que du championnat pauliste, que des équipes de São Paulo. La plus populaire à São Paulo étant les Corinthians, on voit, on voit d'ailleurs et c'est aussi féminin, c'est autant féminin que masculin. On a son club au Brésil, c'est des traditions familiales, parfois c'est en rupture, tout d'un coup, ça c'est la révolte familiale, on est dans une famille de supporters du Flamengo, c'est le club de Rio le plus populaire au Brésil, et tout d'un coup, le fils rebelle, lui, s'enthousiasme pour le club rival, et ça fait. Et alors, supporter un club, c'est pour la vie. On n'en change pas. C'est vraiment quelque chose, c'est comme son signe astrologique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Voilà. Moi, je pense que ça va se jouer sur le foot, ce qui va arriver avec le Brésil. Honnêtement, c'est scandaleux, mais je pense que vraiment, oui, là, c'est vraiment sur le foot, quelque part. Si le Brésil gagne, s'il perd. Moi, je crois pas. Ça va changer la face politique. Moi, je crois pas. Nous avons des avis très Les gens ne sont pas. Non, mais ça rassemble une saison, mais quand il y a des mécontentements, ça va quand même au-delà de. Oui, c'est pour ça. Votre impression qu'il y a des mécontentements de plus. Voilà, en ce moment, je ne vis même pas, je ne sais pas, mais. De fond disons que depuis, de toute façon, que je suis née, j'ai jamais vu qu'il y ait quoi que ce soit qui soit vraiment descendu dans la rue. C'est vraiment un mouvement tout à fait nouveau, ça. Il y a eu des grands mouvements à la fin du régime militaire, ces grands mouvements, des mouvements sociaux importants. Pour les diretas, c'est pas. Là, tout le monde, c'était quand même, c'était des groupes qui c'était pas un mouvement pour ça. Non, c'était fort, si, quand même. Non, mais c'est vrai que l'an dernier, ça a été un phénomène vraiment. Ouais. Le foot peut changer la face. Mais ça, j'y crois pas. J'y crois pas parce que les gens. La face politique d'un pays pareil, ça. Justement, d'un pays pareil, comme vous dites. Alors, si le Brésil gagne, comment va évoluer le. Moi, j'aimerais que ça va tomber. S'il ne gagne pas, comment il évolue? Comment on va évoluer, je ne peux pas dire. Mais je pense que si le Brésil gagne, que les mouvements vont nettement s'estomper. Comme d'habitude. Je sais, c'est déjà arrivé quand même l'année dernière. Aussi, à un moment donné, il avait le grand mouvement et après, il avait aussi justement en jeu le Brésil, justement, c'était pour la qualification, comme ça, et puis ils ont gagné, et voilà, et après, ça s'est tout de suite effondré. Alors, il y avait un grand débat, là aussi, on voit toujours des souvenirs, et notamment, le mécontentement, c'était, souvenez-vous aussi de la Coupe en 1970, quand le Brésil a été champion.
c'était les pires années de la dictature militaire. C'est le moment où on torturait le plus, c'était vraiment extrêmement violent. Et donc, les opposants au régime avaient lancé un mouvement de boycott de la Coupe du Monde et donc était censé être contre le Brésil au cours des matchs. Et ce souvenir est revenu en disant, parce que Lula lui-même a dit c'était une erreur, qu'est-ce que ça change, on sait bien que c'est pas le football qui remplit le ventre, mais bon, c'est un moment de joie, et puis voilà, ça n'a rien à voir, les choses n'ont rien à voir les unes avec les autres, et il faut bien sûr, évidemment, et du côté de la... Il fait du côté, bien sûr, de la Dilma, bien sûr. Bon, puis un ancien président ne va pas le dire, bon. Mais au fond, ce qu'il dit est assez partagé quand même par même de gens. Parce que je pense que c'est une chose qui est un peu choquante, justement comme c'est Dilma qui est la présidente, parce que Dilma, elle était quand même, à l'époque des militaires, disons, terroriste. En fait, elle a participé à l'enlèvement de l'ambassadeur américain aussi pour libérer des otages. Elle était en prison, elle était torturée et tout ça. Donc c'est vraiment tout un symbole aussi avec elle quand Lula l'a présentée et tout ça. Et même que là, il y a eu beaucoup aussi de gens de la droite qui ont dit comment on peut avoir une terroriste comme président et tout ça. Bon, ça c'était très fort. Et c'est ce qui, je pense, choque aussi beaucoup, enfin ceux qui étaient déjà là à la dictature, disons, c'est que Dilma, elle envoie de nouveau des militaires contre des protestataires. Et c'est ça qui est un peu choquant, qu'elle ne peut pas trouver un autre moyen pour... parce qu'en plus, ils ont aussi tiré. Il y a un problème, ça, le maintien de l'ordre. Cette femme, rude, assise, ailleurs, les bras fatigués, reposant sur les genoux, le regard arrêté, vague, perdu dans son monde de linge et de mousse de savon. C'est la lavandière. Mains durcies, déformées, vêtements mouillés, les doigts courts, les ongles irrités, décorés, phalanges endolories, empassées, emmarquées. À l'annulaire, un cercle métallique bon marché, mémorial. Son regard lointain arrêté dans le loin. À son retour, une gigantesque mousse blanche de savon. Le jour est encore loin dans la maison de Dieu, notre Seigneur. La première lessive étendue fait le soleil qui se lève, en habillant le cadran doré de couleurs multicouleurs. Cette femme a 40 ans de l'aventure, 12 enfants, veuve, tranquille, exacte, courageuse, craintive des châtiments du ciel, chiffonnée dans son monde de pauvreté. Matinale, elle salue l'aurore, attend le soleil, ouvre le portail du jour parmi le linge et la lessive. Rêve silencieux. Pendant que ses enfants grandissent, ses mains lourdes de travail, ce monde se résume posé à la police, à la corde qui repasse à linge, à la passerelle. La nuit, repassage à la nuit. Elle lave, elle fait avec. Et devant 12 enfants qui poussent lentement, chiffonnés dans ce monde de pauvreté, à l'intérieur d'une gigantesque mousse blanche de sang. Aux lavandières du fleuve rouge de ma terre, je fais de ce petit poème